Étonnant classique, Microméga, Voltaire. Chapitre 1er. Voyage d'un habitant du monde de l'étoile Sirius, de la planète de Saturne. Dans une de ces planètes qui tourne autour de l'étoile nommée Sirius, il y avait un jeune homme de beaucoup d'esprit que j'ai eu l'honneur de connaître dans le dernier voyage qu'il fit sur notre petite familière. Il s'appelait Micromégas, nom qui convient fort à tous les grands. Il avait 8 lieues de haut, j'entends par 8 lieues 24 000 pas géométriques de 5 pieds chacun. Quelques algébrites, genre toujours utiles au public, prendront sur le champ la plume et trouveront que, puisque Monsieur Microméga, habitant le pays de Sirius, a de la tête aux pieds 24 000 pas, qui font 120 000 pieds du roi, et que nous, autres citoyens de la Terre, n'avons guère que 5 pieds, et que notre globe est 9 milieux de tour. Ils trouveront, dis-je, qu'il faut absolument que le globe qui l'a produit ait au juste 21 600 000 fois plus de circonférence que notre petite Terre. Rien n'est plus simple et plus ordinaire dans la nature. Les États de quelques souverains d'Allemagne ou d'Italie, dont on peut faire le tour en une demi-heure, comparés à l'Empire de Turquie, de Moscavie ou de la Chine, ne sont qu'une très faible image des prodigieuses différences que la nature a mises dans les êtres. La taille de son excellence étant de la hauteur que j'ai dit, tous nos sculpteurs et tous nos peintres conviendront sans peine que sa ceinture peut avoir 50 000 pieds de roi de tour, ce qui fait une très jolie proportion. Quant à son esprit, si un des plus cultivés que nous ayons, il sait beaucoup de choses, il en a inventé quelques-unes. Il n'avait pas encore 250 ans. Il étudiait, selon la coutume, au collège des Jussites de sa planète, lorsqu'il devina, par la force de son esprit, plus de 50 propositions d'Euclide. C'est 18 de plus que Blaise Pascal, lequel, après en avoir deviné 32 en se jouant, et à ce que dit sa sœur, devint depuis un géomètre assez médiocre et un fort mauvais métaphysicien. Vers les 450 ans, aux sorties de l'enfance, il desséqua beaucoup de ces petits insectes qui n'ont pas 100 pieds de diamètre et qui se dérobent au microscope ordinaire. Il en composa un livre fort curieux, mais qui lui fit quelques affaires. Le mufti de son pays, grand vêtillard et fort ignorant, trouva dans son livre des propositions suspectes, malsonnantes, téméraires, hérétiques, sentant l'hérésie, et le poursuivit vivement. Il s'agissait de savoir si la forme substantielle des puces de Sirius est de même nature que celle des colimaçons. Micromégas se défendit avec esprit, et il mit les femmes de son côté. Le procès dura 120 ans. Enfin, le mufti fit condamner le livre par des jurisconsultes qui ne l'avaient pas lu, et l'auteur eut autre de ne paraître à la cour de 800 années. Il ne fut que médiocrement affligé d'être banni d'une cour qui n'était remplie que de tracasseries et de petitesses. Il fit une chanson fort plaisante contre le mufti, dont celui-ci ne s'embarrassa guère. Il se mit à voyager de planète en planète, pour achever se former l'esprit et le cœur, comme l'on dit.
Ceux qui n'y voyagent qu'en chaise de poste ou en berline seront sans doute étonnés des équipages de là-haut. Car nous autres, sur notre petit tas de boue, nous ne concevons rien au-delà de nos usages. Notre voyageur connaissait merveilleusement les lois de la gravitation et toutes les forces attractives et répulsives. Il s'en servait si, à propos que, tantôt à l'aide d'un rayon de soleil, tantôt par la commodité d'une comète, il allait de globe en globe, lui et les siens, comme un oiseau voltige de branche en branche. Il parcourut la Voie lactée en peu de temps, et je suis obligé d'avouer qu'il ne vit jamais, à travers les étoiles dont elle est semée, ce beau ciel empyré que l'illusionniste rame, se vend d'avoir vu au bout de sa lunette. Ce n'est pas que je prétends que M. Derham ait mal vu, à Dieu ne plaise, mais Microméga était sur les lieux, c'est un bon observateur, et je ne veux contredire personne. Microméga, après avoir bien tourné, arriva dans le globe de Saturne. Quelque accoutumé qu'il fût à voir des choses nouvelles, il ne put d'abord, en voyant la petitesse du globe et de ses habitants, se défendre de ce sourire de supériorité qui échappe quelquefois aux plus sages. Car enfin, Saturne n'est guère que 900 fois plus grosse que la Terre, et les citoyens de ce pays-là sont des nains qui n'ont que 1000 toises, de haut aux environs. Il s'en moqua un peu d'abord avec ces gens, à peu près comme un magicien italien se met à rire de la musique de Lully quand il vient en France. Mais comme le Syrien avait un bon esprit, il comprit bien vite qu'un être pensant peut fort bien n'être pas ridicule pour n'avoir que 6000 pieds de haut. Il se familiarisa avec les Saturniens, après les avoir étonnés. Il y a une étroite amitié avec le secrétaire de l'Académie de Saturne, homme de beaucoup d'esprit. Il n'avait que la vérité, rien inventé, mais qui rendait un fort bon compte des inventions des autres, et qui faisait passablement des petits vers et de grands calculs. Je rapporterai ici, pour la satisfaction des lecteurs, une conversation singulière que Microméga eut un jour avec monsieur le secrétaire. Chapitre 2. Conversation de l'habitant de Sirius avec celui de Saturne. Saturne. Après que son Excellence se fut couché et que le secrétaire se fut approché de son visage, il faut avouer, dit Microméga, que la nature est bien variée. Oui, dit le Saturnien, la nature est comme un parterre dont les fleurs. Ah, dit l'autre, laissez là votre parterre. Elle est, reprit le secrétaire, comme une assemblée de blonds et de brunes, dont les parures. Et qu'ai-je à faire de vos brunes, dit l'autre. Elle est donc comme une galerie de peinture dont les traits. Et non, dit le voyageur, encore une fois, la nature est comme la nature. Pourquoi lui chercher des comparaisons? Pour vous plaire, répondit le secrétaire. Je ne veux point qu'on me plaise, répondit le voyageur. Je veux qu'on m'instruise. Commencez d'abord par me dire combien les hommes de votre globe ont des sens. Nous en avons 72, dit l'académicien. Et nous plaignons tous les jours du peu.
Notre imagination va au-delà de nos besoins. Nous trouvons qu'avec nos 72 sens, notre anneau, nos 5 lunes, nous sommes trop bornés. Et malgré tout notre curiosité et le nombre assez grand de passions qui résultent de nos 72 sens, nous avons tout le temps de nous ennuyer. Je le crois bien, dit Microméga, car dans notre globe, nous avons près de 1000 sens. Et il nous reste encore je sais quel désir vague, je ne sais quelle inquiétude, qui nous avertit sans cesse que nous sommes peu de choses, qu'il y a des êtres beaucoup plus parfaits. J'ai un peu voyagé, j'ai vu des mortels forts en dessous de nous, j'en ai vu de forts supérieurs, mais je n'en ai vu aucun qui était plus de désir que de vrais besoins, et plus de besoins que de satisfaction. J'y arriverai peut-être un jour au pays où il ne manque rien, mais jusqu'à présent, personne ne m'a donné de nouvelles positives de ce pays-là. Le saturien, le syrien, s'épuisait alors en conjectures. Mais, après beaucoup de raisonnements, fort ingénieux et fort incertains, il en fallut revenir aux faits. Combien de temps vivez-vous dit le syrien. Ah, bien peu, répliqua le petit âme de Saturne. C'est tout comme chez nous, dit le syrien. Nous oublions toujours du peu. Il faut que ce soit une loi universelle de la nature. Hélas, nous ne vivons, dit le saturien, que 500 grandes révolutions du soleil. Cela revient à 15 000 ans ou environ à compter à notre manière. Vous voyez bien que c'est mourir presque au moment où l'on est né. Notre existence est un point, notre durée un instant. Notre globe un atome. À peine a-t-on commencé à s'instruire un peu que la mort arrive avant qu'on ait de l'expérience. Pour moi, je n'ose faire aucun projet. Je me trouve comme une goutte d'eau dans un océan immense. Je suis honteux, surtout devant vous, de la figure ridicule que je fais dans ce monde. Microméga lui repartit. Si vous n'étiez pas philosophe, je craindrais de vous affliger en vous apprenant que notre vie est 700 fois plus longue que la vôtre. Mais vous savez trop bien que quand il faut rendre son corps aux éléments et réanimiser la nature sous une autre forme, ce qui s'appelle mourir, quand ce moment de métamorphose est venu, avoir vécu une éternité ou avoir vécu un jour, c'est précisément la même chose. J'ai été en des pays où l'on vit 1000 fois plus longtemps que chez moi, et j'ai trouvé qu'on murmurait encore. Mais il y a partout des gens de bon sens qui savent prendre leur parti et remercier l'auteur de la nature. Il a répandu sur ces univers une profession de variété avec une espèce d'uniformité admirable. Par exemple, tous les êtres pensants sont différents, et tous se ressemblent en fond par le don de la pensée et des désirs. La matière est partout étendue, mais elle a dans chaque globe des propriétés diverses. Combien comptez-vous de ces propriétés diverses dans votre matière? Si vous parlez de ces propriétés, dit le Saturnien, sans laquelle nous croyons que ce globe ne pourrait subsister tel qu'il est, nous en comptons 300, comme l'étendue, l'impénétrabilité, la mobilité, la gravitation, la divisibilité et le reste. Apparemment, répliqua le voyageur, que ce petit nombre suffit au vu que le Créateur était sur votre petite habitation. J'admire toute sa sagesse. Je vois partout des différences, mais aussi partout des proportions. Votre globe est petit, vos habitants le sont aussi,
Vous avez peu de sensations, votre matière est peu de propriétés, tout cela est l'ouvrage de la Providence. De quelle couleur est votre soleil bien examiné? D'un blanc fort jaunâtre, dit le Saturnien. Et quand nous divisions un de ces rayons, nous trouvons qu'il contient 7 couleurs. Notre soleil tire sur le rouge, dit le Syrien. Nous avons 39 couleurs primitives. Il n'y a pas un soleil, parmi tous ceux dont j'ai approché, qui se ressemble comme chez vous. Il n'y a pas un visage qui ne soit différent de tous les autres. Après plusieurs questions de cette nature, il s'informa combien de substances essentiellement différentes est compris dans Saturne. Il apprit qu'on n'en comptait qu'une trentaine comme Dieu, l'espace, la matière, les êtres étendus qui s'entendent, les êtres étendus qui s'entendent et qui pensent sans, les êtres pensants qui n'ont point d'étendue, ceux qui se pénètrent, ceux qui ne se pénètrent pas, et le reste. Le Syrien, chez qui on comptait 300 et qui en avait découvert 3000 autres dans ce voyage, étonna prodigieusement le philosophe de Saturne. Enfin, après s'être communiqué l'un et l'autre un peu de ce qu'ils savaient, et beaucoup de ce qu'ils ne savaient pas, après avoir raisonné pendant une révolution du soleil, il résout de faire ensemble un petit voyage philosophique. Chapitre 3e. Voyage des 2 habitants de Sirius et de Saturne. Nos 2 philosophes étaient prêts à s'embarquer dans l'atmosphère de Saturne avec une forte jolie provision d'instruments mathématiques, lorsque la maîtresse du Saturnien, qui a eu des nouvelles, va en larmes faire ses remontrances. C'était une jolie petite brune qui n'avait que 660 toises, mais qui reparaît par bien des agréments la petitesse de sa taille. « Ah, cruelle !» s'écria-t-elle. Après avoir résisté 1500 ans, lorsque enfin j'ai commencé à me rendre, quand j'ai à peine passé 100 ans entre tes bras, tu me quittes pour y voyager avec un géant d'un autre monde. Va, tu n'es qu'un curieux. Tu n'as jamais eu d'amour. Si tu étais un vrai Saturnien, tu serais fidèle. Où vas-tu courir? Que veux-tu? Nos 5 lunes sont moins errantes que toi. Notre anneau est moins changeant. Voilà qui est fait, je n'aimerai jamais plus personne. Le philosophe l'embrassa, pleura avec elle, tout philosophe qu'il était, et la dame, après s'être pâmée, alla se consoler avec un petit maître du pays. Cependant, nos 2 curieux partis. Ils sautaient d'abord sur l'anneau, qu'ils trouvaient assez plat, comme l'a fort bien deviné un illustre habitant de notre petit globe. De là, ils allaient de lune en lune. Une comète passait tout auprès de la dernière. Ils s'élançaient sur elle avec leurs domestiques et leurs instruments. Quand il eut fait environ 500 millions de lieues, ils rencontraient les satellites de Jupiter. Ils passaient dans Jupiter même. Il restait une année pendant laquelle il apprit de fort beaux secrets qui seraient actuellement sous presse sans messieurs les inquisiteurs, qui ont trouvé quelques propositions un peu dures. Mais j'en ai lu le manuscrit dans la bibliothèque de l'illustre archevêque de, qu'il m'a laissé voir ses livres avec cette générosité et cette bonté qu'on ne saurait avec jouer. Mais revenons à nos voyageurs. En sortant de Jupiter, ils traversaient un espace d'environ 100 millions de lieues. Ils côtoyaient la planète de Mars, qui, comme on sait, est 5 fois plus petite que notre petit globe.
Il vit 2 lunes qui servent à cette planète et qui ont échappé au regard de nos astronomes. Je sais bien que le père Castel écrira, et même assez plaisantement, contre l'existence des 2 lunes, mais je m'en rapporte à ceux qui raisonnent par analogie. Ces bons philosophes-là savent bien qu'il serait difficile que Mars, qui est si loin du Soleil, se passât à moins de 2 lunes. Quoi qu'il en soit, nos gens trouvaient cela si petit qu'ils craignaient de n'y pas trouver de quoi coucher. Et ils passaient leur chemin comme 2 voyeurs qui déteignent un mauvais cabaret. De village en poussant jusqu'à la ville voisine. Mais le Syrien et son compagnon se repentirent bientôt. Ils allaient longtemps et ne trouvaient rien. Enfin, ils aperçurent une petite lueur. C'était la Terre. Cela fait pitié à des gens qui venaient de Jupiter. Cependant, de peur de se repentir une seconde fois, ils résolurent de débarquer. Ils passaient sur la queue de la comète et trouvaient une aurore boréale, toute prête. Ils se mirent dedans et arrivaient à terre, sur le bord septentrional de la mer Baltique, le 5 juillet 1737, nouveau style. Chapitre 4e. Ce qui leur arrive sur le globe de la Terre. Après s'être reposés quelque temps, ils mangeaient à leur déjeuner 2 montagnes que leurs gens leur apprêtaient assez proprement. Ensuite, ils voulurent reconnaître le petit pays où ils étaient. Ils allaient d'abord du nord au sud. Les pas ordinaires du Syrien et de ses gens étaient d'environ 30 000 pieds de roi. Le nain de Saturne suivait de loin en allaitant. Or, il fallait qu'il vît environ 12 pas quand l'autre faisait une enjambée. Figurez-vous, s'il permit de faire de telles comparaisons, un très petit chien de Mâchon qui suivrait un capitaine de garde du roi russe. Comme ces étranges-là vont assez vite. Il fait le tour du globe en 36 heures. Le Soleil, à la vérité, ou plutôt la Terre, fait un pareil voyage en une journée. Mais il faut songer qu'on va bien plus à son aise quand on tourne son axe que quand on marche sur ses pieds. Les voilà donc revenus d'où ils étaient partis, après avoir vu cette mare, presque imperceptible pour ceux, comme le nomme la Méditerranée, et cet autre petit étang qui sont le nom du grand océan, entoure la taupinière. Le nain n'en avait eu jamais qu'à mi-jambe. Et à peine l'autre avait-il mouillé son talon, et fait tout ce qu'il put y allant et en revenant dessus et dessous pour tâcher d'apercevoir si ce globe était habité ou non. Il se baissait, il se couchait, il tâtait partout, mais leurs yeux et leurs mains n'étaient point proportionnés au petit être qui rampe ici. Ils ne reçurent pas la moindre sensation qui pût leur faire soupçonner que nous et nos confrères, les autres habitants de ce globe, avons l'honneur d'exister. Le nain, qui jugeait quelquefois un peu trop vite, décida d'abord qu'il n'y avait personne sur la terre. Sa première raison était qu'il n'avait vu personne. Microméga lui fit sentir poliment que c'était raisonné assez mal. Car, disait-il, vous ne voyez pas avec vos petits yeux certaines étoiles de la 50e grandeur que j'aperçois très distinctement. Concluez-vous de là que ces étoiles n'existent pas? Mais, dit le nain, j'ai bien tâté. Mais, répondit l'autre, vous avez mal senti. Mais, dit le nain, ce globe-ci est si mal construit, cela est si irrégulier et difforme qui me paraît si ridicule. Tout semble ici être ici dans le chaos. Voyez-vous ces petits ruisseaux dont aucun ne va de droit fil, ces étangs qui ne sont ni ronds ni carrés, ni ovales, ni sous aucune forme régulière,
tous ces petits grains pointus dans ce globe irisé qui m'ont écorché les pieds. Il voulait parler des montagnes. Remarquez-vous, encore la forme de tout le globe, comme il est plat au pôle, comme il tourne autour du soleil d'une manière gauche, de façon que le climat du pôle sont nécessairement incultes. En vérité, ce qui fait que je pense qu'il n'y a ici personne, c'est qu'il me paraît que des gens de bon sens ne voudraient pas y demeurer. Eh bien, dit Microméga, ce ne sont peut-être pas non plus des gens de bon sens qui l'habitent. Mais enfin, il y a quelques apparences que ceci n'a pas fait pour rien. Tout vous paraît irrégulier ici. Dites-vous, parce que tout est tiré en cordeau, dans Saturne et dans Jupiter. Et c'est peut-être par cette raison-là même qu'il y a eu un peu de confusion. Ne vous ai-je pas dit que dans mes voyages, j'avais toujours remarqué de la variété? Le Saturien répliqua à toutes ces raisons. La dispute n'est jamais finie si par bonheur Microméga, en s'échauffant à parler, ne cassait le fil de son collier de diamants. Les diamants tombés, c'étaient de jolis petits carates assez inégaux, dont les plus grosses pesaient 400 livres et les plus petites 50. Le nain en ramassa quelques-uns. Il s'aperçut, en les approchant de ses yeux, que ce diamant, de la façon dont ils étaient taillés, était d'excellents microscopes. Il prit donc un petit microscope de 160 pieds de diamètre, il appliqua à ses prunelles, et Microméga choisit un de ses 2500 pieds. Il était excellent, mais d'abord il ne vit rien par leur secours. Il fallait s'ajuster. Enfin, l'habitant de Saturne vit quelque chose d'imperceptible qui remuait entre deux eaux dans la mer Baltique. C'était une baleine. Il la prit avec le petit doigt fort adroitement, en la mettant sur l'ongle de son pouce. Il la fit voir au Syrien qui se mit à rire pour la seconde fois de l'excès de la petitesse dont étaient les habitants de notre globe. Le Saturnien, convaincu que notre monde est habité, s'imagina bien vite qu'il n'était que par des baleines. Et comme il était grand raisonneur, et vous le devinez, d'où un si petit atome tirait son mouvement, s'il avait des idées, une volonté, une liberté. Microméga, il fut fort embarrassé. Il examina l'animal, fort passionnant, et le résultat de l'examen fut qu'il n'y avait pas moyen de croire qu'une nymphe fût logée là. Les deux voyageurs inclinaient donc à penser qu'il n'y avait point d'esprit dans notre habitation. Lorsqu'à l'aide du microscope, ils aperçurent quelque chose d'aussi gros qu'une baleine qui flottait sur la mer Baltique. On sait que dans ce temps-là, même une volée de philosophes revenait du cercle polaire, sous lequel ils avaient été faire des observations dont personne ne s'était avisé jusqu'alors. Les gazettes dirent que leur vaisseau échoua aux côtes de Botnie et qu'il eut bien de la peine à se sauver, mais on ne sait jamais dans ce monde le dessous des cartes. Je vais raconter ingénument comment la chose se passa, sans y rien mettre du mien, ce qui n'est pas un petit effort pour un historien. Chapitre 5e. Expérience et raisonnement des deux voyageurs. Microméga étendit la main tout doucement vers l'endroit où l'objet paraissait, et avança deux doigts et les retirait par la crainte de se tromper, puis les ouvrant et les serrant. Il saisit fort adroitement le vaisseau qui portait ces messieurs et lui mit encore sur ses ongles, sans le trop presser de peur de l'écraser.
Voici un animal bien différent du premier, dit le nain de Saturne. Le Syrien mit le prétendu animal dans le creux de sa paume. Les passagers et les gens de l'équipage qui s'étaient cru enlevés par un ouragan et se croyaient sur une espèce de rocher se mettaient tous en mouvement. Les matelots prenaient des tonneaux de vin, les jetaient sur la main du Microméga et se précipitaient après. Les géomètres prenant leur quart de cercle, leur secteur, et des filles lapone, et descendant sur le doigt du Syrien. Il en fit un qui sentit enfin remuer quelque chose qui lui chatouillait les doigts. C'était un bâton ferré qui lui enfonçait d'un pied dans l'index. Il jusa que ce picotement qui était sorti quelque chose du petit animal qui tenait. Mais il n'en soupçonna pas d'abord davantage. Le microscope qui faisait à peine discerner une baleine et un vaisseau n'avait point de prise pour un être aussi imperceptible que des hommes. Je ne prétends choquer ici la vanité de personne, mais je suis obligé de prier les importants de faire ici une petite remarque avec moi. C'est qu'en prenant la taille des hommes d'environ 5 pieds, nous ne faisons pas sur la terre une plus grande figure qu'en ferait sur une boule de 10 pieds de tour un animal qui aurait à peu près les 600 millième partie d'un pouce en hauteur. Figurez-vous une substance qui pourrait tenir la terre dans sa main et qui aurait des organes en proportion des nôtres. Et il se peut très bien faire qu'il y ait un grand nombre de ces substances. Or, concevez, je vous prie, ce qu'elles paraisseraient de ces batailles qui nous ont valu 2 villages qu'il a fallu rendre. Je ne doute pas que si quelques capitaines des grands grenadiers n'y jamais cet ouvrage, ils ne osent de 2 grands pieds au moins les bonnets de cette troupe. Mais je l'avertis que l'aura beau faire, et que lui et les siens ne sont jamais que des infiniment petits. Quelle adresse merveilleuse ne fallait-il donc pas à notre philosophe de Sirius pour apercevoir les atomes dont je viens de parler? Quand le Wanlock et Archewak virent le premier et crurent voir la graine dont nous sommes formés, il ne fit pas à beaucoup près une si étonnante découverte. Quel plaisir sentit Microméga en voyant remuer ces petites machines, en examinant tout leur tour, en les suivant dans toutes leurs opérations, comme il s'écria, comme il mit avec joie un de ses petits microscopes dans la main de son compagnon de voyage. Je le vois, disait-il, tous deux à la fois. Ne les voyez-vous pas qui portent des fardeaux qui se baissent et se relèvent? En parlant ainsi, la main leur tremblait par le plaisir de voir des objets si nouveaux et par la crainte de les perdre. Le Saturnien passa d'un accès de défiance à un accès de crédulité, crut apercevoir qu'il travaillait à la propagation. Ah, dit-il, j'ai pris la nature sur le fait, mais ils sont trompés sur les apparences. Je qui n'arrive pas trop, soit qu'on se sert au nom de microscope. Chapitre 6e. Ce qui leur arriva avec des hommes. Microméga, bien meilleur observateur que son nain, vit clairement que les atomes ne parlaient. Et il le fit remarquer à son compagnon qui, honteux de cette méprise sur l'article de la génération, ne voulut point croire que des pareilles espèces puissent se communiquer des idées. Ils avaient le don des langues aussi bien que les Syriens. Ils n'entendaient point parler nos atomes et ils supposaient qu'ils ne parlaient pas. D'ailleurs, comme ces êtres imperceptibles auraient-ils les organes de la voix? Et quand auraient-ils à dire? Pour parler, il faut penser, ou à peu près. Mais s'ils pensaient, ils auraient donc l'équivalent d'une âme. Or, attribuer l'équivalent d'une âme à cette espèce
Cela lui paraissait absurde. Mais, dit le Syrien, j'ai cru tout à l'heure qu'il faisait l'amour. Est-ce que vous croyez qu'on puisse faire l'amour sans penser et sans proférer quelques paroles, ou du moins sans se faire entendre? Supposez-vous d'ailleurs qu'il soit plus difficile de produire un argument qu'un enfant? Pour moi, l'un et l'autre me paraissent un grand mystère. Je n'ose plus ni croire ni nier, dit le nain, je n'ai plus d'option. Il faut tâcher d'examiner ces insectes, nous raisonnerons après. C'est fort bien dit, reprit Microméga, et aussitôt, il tira une paire de ciseaux dont il se coupa les ongles. Et d'une rognure de l'ongle de son pouce, il fit sur le champ une espèce de grande tempête, parlant comme un vase entonnoir dont il mit le tuyau dans son oreille. La circonférence de l'entonnoir enveloppait le vaisseau et tout l'équipage. La voie la plus faible entrait dans le fibre circulaire de l'ongle, de sorte que, grâce à son industrie, le philosophe de là-haut entendit parfaitement le bourdonnement de nos insectes de là-bas. En peu d'heures, il parvint à distinguer les paroles et enfin à entendre le français. Le nain en fit autant, quoique avec plus de difficulté. L'étonnement des voyageurs redoublait à chaque instant. Ils entendaient des mythes parler d'assez bon sens. Ce jeu de la nature leur paraissait inexplicable. Vous croyez bien que le Syrien et son âme brûlaient d'impatience de lier conversation avec ses atomes, et craignaient que sa voix de tonnerre et surtout celle de Microméga n'assourdissent les mythes sans en être entendus. Il fallait en diminuer la force. Il se mit dans la bouche une espèce de petit cure-dent dont le bout fort effilé venait donner auprès du vaisseau. Le Syrien tenait le nain sur ses genoux et le vaisseau avec l'équipage sur un ongle. Il baissa la tête et parlait bas. Enfin, moyennement toutes ces précautions et bien d'autres encore, il commença ainsi son discours. Insecte invisible, que la main du Créateur s'est plu à faire naître dans l'abîme de l'infiniment petit, je le remercie de ce qu'il a daigné me découvrir des secrets qui semblaient impénétrables. Peut-être daignerait-on pas vous regarder à mon cours, mais je ne mépris personne et je vous offre ma protection. Si jamais il y eut quelques détonés, ce fut les gens qui entendirent ces paroles. Ils ne pouvaient deviner d'où elles partaient. L'aumônier du vaisseau récita les prières des exorcismes. Les matelots juraient et les philosophes du vaisseau firent un système. Mais quelque système qu'il fit, il ne parut jamais deviner qui leur parlait. Le nain de Saturne, qui avait la voix la plus douce que Microméga, leur apprit alors un peu de mots à quelle espèce ils avaient affaire. Il leur conta le voyage de Saturne, les mit en fait de ce qu'était M. Microméga, et, après les avoir plaints d'être si petits, il leur demanda s'ils avaient toujours été dans ces misérables états si voisins de l'anéantissement, ce qu'ils faisaient dans un globe qui paraissait appartenir à des baleines, s'ils étaient heureux, s'ils multipliaient, s'ils avaient une âme, et cent autres questions de cette nature. Un raisonneur de la troupe, plus hardi que les autres, et choqué de ce qu'on doutait de son âme, observa l'interlocuteur avec des pendules, braquées sur un cadre de serre, fit deux stations, et à la troisième il parle ainsi. Vous croyez donc, monsieur, parce que vous avez 1000 toises depuis la tête jusqu'aux pieds, que vous êtes un 1000 toises, s'écria le nain. Juste ciel, d'où peux-tu savoir ma hauteur? 1000 toises.
Il ne se trompe pas d'un pouce. Quoi, cet atome m'a mesuré. Il est géomètre et connaît ma grandeur. Et moi qui ne le vois qu'à travers un microscope, je ne connais pas encore la sienne. Oui, je vous ai mesuré, dit le physicien. Et je mesurais bien encore votre grand compagnon. La proposition fut acceptée. Son Excellence se coucha de son long car il se fut tenu debout. Sa tête était trop au-dessus des nuages. Nos philosophes lui plantaient un grand arbre dans un endroit que le docteur Fitch nommait bien, mais que je me garderai bien d'appeler par son nom, à cause de mon grand respect pour les dames. Puis, par une suite de triangles liés ensemble, il conclut que ce qu'il voyait était en effet un jeune homme de 20 000 pieds de roi. Alors Microméga prononça ces paroles. Je vois plus que jamais qu'il ne faut juger de rien dans sa grandeur apparemment. Ô Dieu, qui avait donné une intelligence et des substances qui paraissaient si méprisables. L'infiniment petit vous coûte aussi peu et l'infiniment grand. Et s'il est possible qu'il y ait des êtres plus petits que ceux-ci, ils peuvent encore avoir un esprit supérieur à ceux de ces espèces superbes animaux que j'ai vus dans le ciel, dont le pied seul couvrirait le globe où je suis descendu. Un des philosophes lui répondit qu'il pouvait en toute sûreté croire qu'il y a en effet des êtres intelligents beaucoup plus petits que l'homme. Il conta non pas tout ce que Virgile a dit de fabuleux sur les abeilles, mais ce que Sean Merdam a découvert et ce que Reaumur a disséqué. Il leur apprit enfin qu'il y a les animaux qui sont pour les abeilles et ceux que les abeilles sont pour l'homme. Ce que le Syrien lui-même était pour ces animaux si vastes dont il parlait, et ce que ces grands animaux sont pour d'autres substances, devant lesquelles ils ne paraissaient que comme des atomes. Peu à peu, la conversation devint intéressante et Microméga parla ainsi. Chapitre 7. Conversation avec les hommes. Ô atome intelligent, dans qui l'être éternel s'est plu à manifester son adresse et sa puissance, vous devez sans doute goûter des joies bien pures sur votre globe, car, ayant si peu de matière et paraissez tout esprit, vous devez passer votre vie à aimer et à penser. C'est la véritable vie des esprits. Je n'ai vu nulle part le vrai bonheur, mais il est ici sans doute. À ce discours, tous les philosophes secouraient la tête, et l'un d'eux, plus franc que les autres, avoua de bonne foi que si l'on accepte un petit nombre d'habitants fort peu considérés, tout le reste un assemblage de fous, de méchants et de malheureux. Nous avons plus de matière qu'il ne nous en faut, dit-il, pour faire beaucoup de mal, si le mal vient de la matière, et trop d'esprit si le mal vient de l'esprit. Savez-vous bien, par exemple, qu'à l'heure où je vous parle, il y a 100 000 fous dans notre espèce couverts de chapeaux, qui tuent 100 000 autres animaux couverts d'un turban, ou qui sont massacrés par eux, et que presse partout la terre. C'est ainsi qu'on use le temps immémorial. Le Syrien frémit et demanda quel pouvait être le sujet de cette horrible querelle entre de si chétifs animaux. Il s'agit, dit le philosophe, de quelques tas de boue, grands comme votre talon. Ce n'est pas qu'aucun de ces millions d'hommes qui se font égorger prétendre un foutu de ce tas de boue. Il ne s'agit que de savoir s'il appartient à un certain homme qu'on nomme sultan, ou à un autre qu'on nomme, je ne sais pourquoi, César. Si l'un ni l'autre n'a jamais vu ni ne verra jamais le petit coin de terre dont il s'agit, et presque aucun de ces animaux qui s'égorgent mutuellement n'a jamais vu l'animal pour lequel il s'égorge. Ah, malheureux, s'écria le Syrien avec indignation. Peut-on concevoir cet excès de rage forcené? Il me prend envie de faire 3 pas
et d'écraser de 3 coups de pied toute cette fourmilière d'assassins ridicules. Ne vous en donnez pas la peine, lui répondit-on. Ils travaillent assez à leur ruine. Sachez qu'au bout de 10 ans, il n'y aurait jamais la 5e partie de ces misérables. Sachez que quand même, ils n'auraient pas tiré l'épée. La faim, la fatigue ou l'intempérance les emportent presque tous. D'ailleurs, ce n'est pas eux qu'il faut punir, ce sont les barbares sédentaires, qui du fond de leur cabinet ordonnent dans le temps de leur digestion, le massacre d'1 million d'hommes et qui ensuite en font ramener Dieu seulement. Le voyageur se sentait ému de pitié pour la petite race humaine dans laquelle découvrir de si étonnants contrastes. Puisque vous êtes de petits noms des sages, dit-il à ces messieurs, et qu'apparemment vous ne tuez personne pour de l'argent, dites-moi, je vous en prie, à quoi vous vous occupez? Nous disséquons des mouches, dit le philosophe, nous mesurons des lignes, nous assemblons des nombres, nous sommes d'abord sur 2 ou 3 points que nous entendons, et nous disputons sur 2 ou 3 000 que nous n'entendons pas. Il prit aussitôt fantaisie aux Syriens et aux Satyriens d'interroger ces atomes pensants pour savoir les choses dont il convenait. Combien comptez-vous, dit-il, de l'étoile de la canicule à la grande étoile du Gémeaux? Ils répondirent tous à la fois, 32 degrés et demi. Combien comptez-vous d'ici à la Lune? 62 000 diamètres de la Terre, un nombre rond. Combien pèse votre air? Ils croyaient les attraper, mais tous dirent que l'air pesait environ 900 fois moins qu'un pareil volume de l'eau le plus léger, et 1900 fois moins que l'or du Décate. Le petit nain et Saturne, étonnés de leur réponse, fut tenté de prendre pour ce sorcier ces mêmes gens auxquels ils avaient refusé une âme un quart d'heure auparavant. Enfin, Microméga leur dit, puisque vous savez si bien ce qui est hors de vous, sans doute vous savez encore mieux ce qui est en dedans. Dites-moi ce que c'est que votre âme, et comment vous formez vos idées. Les philosophes parlaient tous à la fois comme auparavant, mais ils furent tous de différents avis. Un plus vieux citait Aristote, l'autre prononçait le nom Descartes, celui-ci de Malebranche, cet autre de Leibniz, cet autre de Locke. Un vieux péripatéticien dit tout haut avec confiance, l'âme est une entéléchie et une raison pour elle a la puissance d'être calée. C'est ce que déclare expressément Aristote, page 633 de l'édition de Louvre. Je n'entends pas très bien le grec, dit le géant. Ni moi non plus, dit le mythe philosophique. Pourquoi donc, reprit le Syrien, citez-vous un certain Aristote en grec? C'est, répliqua le savant, qu'il faut bien citer ce qu'on ne comprend point de toutes dans les langues qu'on entend le moins. Le cardicien prit la parole et dit, l'âme est un esprit pur qui a reçu dans le ventre de sa mère toutes les idées métaphysiques et qui, en sortant de là, il est obligé d'aller à l'école et d'apprendre tout de nouveau ce qu'elle a si bien su, et qu'elle ne saura plus. Ce n'était donc pas la peine, répondit l'animal de 8 lieues, que ton âme fût si savante dans le ventre de ta mère, pour être si honorant quand tu aurais de la barbe au menton. Mais, qu'entends-tu par esprit? Que vous demandez-vous là? Dit le raisonneur. Je n'en ai point d'idée. On dit que je n'ai pas de la matière. Mais, sais-tu au moins ce que c'est que de la matière? Très bien, reprit l'homme. Par exemple, cette pierre en grès est d'une telle forme, elle a ces 3 dimensions, elle est pesante et divisible. Eh bien, Dieu Syrien, cette chose qui te paraît divisible, pesant et grise, me dirais-tu bien ce que c'est?
Tu vois quelques attributs, mais le fond de la chose le connais-tu? Non, dit l'autre. Tu ne sais donc point ce que c'est que la moitière. Alors M. Microméga s'adressa la parole à un autre sage qui tenait sur son pouce, lui demanda ce que c'était que son âme et ce qu'elle faisait. Rien du tout, répondit le philosophe malin branchite. C'est Dieu qui fait tout pour moi, je vois tout en lui, je fais tout en lui. C'est lui qui fait tout sans que je m'en mêle. Autant voudrait ne pas être repris le sage Sirius. Et toi, mon ami, dit-il à l'Amidnèse qui était là. Qu'est-ce que ton âme? C'est, répondit l'Amidnèse, une aiguille qui montre les heures pendant que mon corps carillonne. Ou bien, si vous voulez, c'est elle qui carillonne pendant que mon corps montre l'heure. Ou bien mon âme est le miroir de l'univers, et mon corps est la bordure du miroir, cela est clair. Un petit partisan de Locke était là tout auprès, et quand on lui eut enfin adressé la parole, « Je ne sais pas, dit-il, comment je pense, mais je sais que je n'ai jamais pensé qu'à l'occasion je me sens. Qu'il y ait des substances immatérielles et intelligentes, c'est de quoi je ne doute pas, mais qu'il soit impossible à Dieu de communiquer la pensée à la matière, c'est de quoi je doute fort, je révère la puissance éternelle, il ne m'appartient pas de la borner, je n'affirme bien, je ne contente de croire qu'il y a plus de choses possibles qu'on ne pense. » L'animal de Sirius sourit ne trouva pas celui-là la moins sage. Et le nain de Saturne aurait embrassé le sectateur de Locke sans l'extrême disproportion. Mais il y avait là par malheur un petit animalcule en bonnet carré qui coupa la parole à tous les animalcules philosophes. Il dit qu'il savait tous les secrets, que cela se trouvait dans la somme de saint Thomas. Il regarda de haut en bas les deux habitants célestes. Il leur soutint que leur personne, leur monde, leurs étoiles, leur soleil, tout était fait uniquement par l'homme. Et ce discours, nos deux voyageurs se laissaient aller l'un sur l'autre en étouffant de rire inextinguible, qui, selon Homère, est le partage des dieux. Leur épaule et leur ventre allaient et venaient dans ces convulsions de vaisseau que le Syrien avait sur son nom tomba dans une poche de la culotte du Saturnien. Ces deux bonnes gens le cherchaient longtemps. Enfin, ils ont trouvé l'équipage et le réajusté fort proprement. Le Syrien reprit la petite mythe et leur parla encore avec beaucoup de bonté, quoiqu'il fût un peu fâché, dans le fond du cœur de voir que les infiniment petits un orgueil